Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Le désert oriental, climat que vous imaginez hyper aride, dépourvu d'oasis, situé aux limites sud-est du territoire égyptien, en bordure de la mer Rouge, présente évidemment un caractère inhospitalier, parcouru par des tribus nomades, parfois même carrément hostiles. Malgré tout, la région est fréquentée par les populations de la vallée du Nil dès le début de l'histoire égyptienne au 4e millénaire avant Jésus-Christ. Elle regorge de ressources naturelles remarquables, dont des pierres dures qui sont utilisées dans la statuaire égyptienne et des minéraux précieux, au premier rang desquels, vous l'imaginez, l'or. Elle constitue un pont vers la mer Rouge qui donne accès aux richesses, épices, encens, etc. Des mondes arabes et africains, puis indiens, à partir de l'époque hellénistique, caractérisés par un pic d'occupation qui dépasse celui qui avait touché la région au Nouvel Empire. Les Lagides fondent 2 ports sur les rives de la mer Rouge, Bérénice, fondé par Ptolémée II, et Myos-Hormos, qui apparaît dans les sources au IIe siècle avant Jésus-Christ. Cette région est située aux confins du territoire égyptien, à plus de 800 km d'Alexandrie. Des expéditions sont organisées pour se procurer 2 produits essentiels à l'établissement du pouvoir macédonien, l'or et les éléphants. Pour vous donner une idée, 800 km, c'est l'île Marseille, c'est un peu ça. Les mines d'or, on va dire plutôt Paris-Marseille, les mines d'or du désert oriental sont exploitées dès la conquête de l'Égypte par les Macédoniens. Elles donnent lieu à des implantations d'ampleur réunissant des centaines de personnes installées au cœur du désert, où la chaîne opératoire de production de l'or, de son extraction à la fonte, est entièrement réalisée sur place. La mine de Samut Nord est exploitée sur plus de 300 mètres. Elle est connue pour l'extraction du minerai de quartz aurifère, effectué, selon le géographe grec Agatharchide de Cnide, par des enfants. L'autre grande mine d'or de la région est celle de Gossa, où plus d'une dizaine d'entrées connues à ce jour existent. Les galeries plongent jusqu'à 25 mètres de profondeur. Le concassage est effectué par, je cite, des hommes âgés de plus de 30 ans, à l'aide de percuteurs de pierre, de pilons de fer, de meules et de grands moulins. Les minerais passent ensuite au lavage pour séparer le sédiment des paillettes d'or. Le produit obtenu est fondu dans des fours. De grands bâtiments servent de logement aux habitants de la mine, des soldats, des techniciens miniers et des prisonniers de guerre ou de droit commun qui dorment dans des dortoirs soigneusement gardés. Les fouilles de Goza ont mis au jour un véritable village, doté d'îlots d'habitation, de bâtiments administratifs encore, d'édifices balnéaires et de véritables ruelles où vivaient des hommes et des femmes libres, mais aussi des prisonniers identifiés par la découverte d'entraves. Les éléphants sont chassés dans la corne de l'Afrique, puis remontent la route entre Edfou et Bérénice avant d'embarquer sur le Nil en direction de Memphis ou d'Alexandrie. Ils sont employés sur le champ de bataille pour affronter ceux des armées séleucides. Entre 100 et 150 pachydermes, faut imaginer ça, ont dû transiter par la route, escortés par des centaines d'hommes et d'animaux. La route est longue de 360 km, équipée à distance régulière de 12 stations routières, si vous voulez, où ils peuvent passer la nuit et se ravitailler en eau et en nourriture. Ces stations servaient de point de départ aux expéditions, constituées de centaines de chasseurs, de leurs chameaux et de leurs ânes, avant de partir à l'assaut du désert. Elles constituent aussi des centres de redistribution des denrées, parce qu'elles abritent de grandes pièces où sont entreposés des milliers d'amphores et de sacs de grains. Ces denrées sont distribuées sur place ou acheminées dans de petites haltes situées à proximité au moment des expéditions. Les stations sont abandonnées en 208 avant notre ère, lors de la grande révolte de Thébaïde à cause de la fin de l'emploi des éléphants sur les champs de bataille par les Lagides, l'espèce africaine se montrant finalement peu efficace face aux mastodontes indiens des Séleucides, et les chasses deviennent trop coûteuses, donc on arrête. La situation extérieure se révèle très remuante. Antiochos, qui doit faire face à de nombreuses difficultés, lorgne sur la Phénicie et la Cilicie. En 265 avant Jésus-Christ, vous avez un jeune Athénien du nom de Crémonide qui cherche l'appui de Ptolémée II pour renverser le tyran. Le roi lui envoie l'amiral Patroclès, mais Antigone fait déjà le siège de la ville d'Athènes. L'amiral estime plus prudent alors de tourner les talons. Athènes, Rhamnonte, Éleusis et Sounion tombent les unes après les autres. Le dynaste de Pergame, Philéter, se rapproche de Ptolémée. Eumène, l'un de ses neveux, lui succède en 263 avant notre ère et affronte Antiochos à Sardes.
Il va mourir, son fils cadet, Antiochos II, monte sur le trône. Ils s'appellent tous pareil, c'est ça qui est bien. Il tente de s'emparer de la Coëlée-Syrie, de la Palestine, de la Phénicie et du littoral d'Asie mineure. Timarchos, chef de la garnison égyptienne de Milet, se range dans son camp, ainsi qu'Éphèse, dirigé par un prince, probablement un fils bâtard d'ailleurs de Ptolémée, ou le fils d'Arsinoé et de Lysimaque, on ne sait pas trop. Antiochos le tue et s'empare d'Éphèse. Vous avez un traité de paix qui est conclu entre Antiochos II et Ptolémée, et Ptolémée lui donne sa fille, Bérénice, en mariage. En plus, il lui cède la Coëlée-Syrie, la ville de Ptolémée en Lycie et la Cilicie. Les enfants de Bérénice hériteront donc des deux royaumes. Magas meurt en 251 avant Jésus-Christ, sa fille Bérénice est promise au futur Ptolémée III, mais Apamée, la veuve de Magas et sœur d'Antiochus II, ne voit pas cette union d'un bon œil. Elle marie sa fille à Démétrios, le frère d'Antigone. Pour les Égyptiens, le royaume d'Hadès, le royaume de la mort, tout ça est important. Il représente, vous savez, sur les parois de leur tombe, le monde des morts, sous l'aspect d'une campagne verdoyante, où le quotidien est rythmé par les travaux agricoles. Le souhait le plus cher du défunt, c'est de monter, vous savez, dans le navire du soleil, en compagnie d'Osiris, le dieu des morts, et avec lui de renaître chaque matin. Il s'unit comme ça au cycle de régénération perpétuelle et il connaît une jeunesse éternelle. Mais le chemin vers l'au-delà est évidemment semé d'embûches et de pièges contre lesquels il est impératif de se prémunir au risque de disparaître définitivement. Le trousseau funéraire est donc constitué avec le plus grand soin. La condition sine qua non d'une survie dans l'au-delà est la préservation du corps obtenue au moyen de la momification, je ne vous apprends rien. Il est primordial de protéger la dépouille du défunt contre toute forme de destruction, que ce soit la pourriture, la moisissure, la prédation animale ou même l'action des pilleurs de tombes. Les bandelettes constituent la première enveloppe protectrice physique et symbolique. L'embaumeur dissimule ensuite tout un ensemble d'amulettes de formes et de matériaux divers placées à des endroits précis. L'une des plus importantes et des plus courantes est celle qui représente l'âme du défunt, figurée sous l'aspect d'un oiseau qui a la capacité d'aller et venir dans et hors de la tombe à son gré. Elle peut être en or ou recouverte d'une légère feuille d'or, travaillée ou repoussée, et parfois rehaussée d'incrustations de pâte de verre colorées, pour les individus les plus riches évidemment. Le corps bandeletté est ensuite recouvert par une enveloppe cartonnée qui reprend l'apparence du corps. Il est obtenu à partir de couches de toile de lin, de papyrus usagés, agglomérés, stuqués et peints. Ça peut être un véritable couvercle comme celui d'un sarcophage ou un assemblage de différents éléments attachés sur la momie. Les décors reprennent la forme de résilles comme celle des cercueils, un motif en usage depuis la 26e dynastie. La tête est dissimulée sous un masque funéraire qui englobe la tête et les épaules. La poitrine est ornée d'un large collier et de l'image de Nout, la déesse du ciel, qui étend ses ailes pour protéger le corps contre les agresseurs, qu'ils soient humains ou surnaturels. Le défunt est ensuite recouvert des images des 4 fils d'Horus qui protègent les organes du mort et d'une colonne de texte contenant une présentation du défunt et des formules d'offrande et qui court le long du ventre et des jambes. Les pieds sont souvent chaussés de semelles ou de chaussons. La momie est ensuite placée dans un cercueil, parfois lui-même placé dans un cercueil extérieur ou un sarcophage. Là, vous avez l'idée un peu des poupées gigognes. Les parois du sarcophage sont couvertes de passages du livre des morts ou du texte des pyramides. L'époque ptolémaïque se caractérise par la disparition progressive des sarcophages en pierre, réservés aux élites, parce que les élites ptolémaïques sont de culture grecque, encore une fois. Malgré tout, les rares exemples témoignent d'une exceptionnelle maîtrise de la sculpture sur pierre dure, quand même. Les plus précautionneux se dotent d'un matériel funéraire plus ou moins fourni, placé près du cercueil. Le IVe siècle avant Jésus-Christ est marqué par une embellie économique qui permet à la classe moyenne sacerdotale d'accéder à un mobilier funéraire diversifié. Ce groupe social cherche à se placer dans la continuité de la 26e dynastie, dernière période de souveraineté nationale. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.